Merci beaucoup. Bonjour à tous, désolée pour l'attente. Et donc bienvenue à la conférence de presse pour la deuxième édition de la journée nationale de lutte contre la précarité énergétique qui aura lieu le 24 novembre partout en France. Donc je suis Hélène Denise, je suis chargée de plaidoyer à la Fondation Abbé Pierre sur la précarité énergétique et je suis également la coordinatrice de cette campagne coordonnée de lutte contre la précarité énergétique. Je me chargerai de l'animation de cette conférence de presse qui est en présentiel et qui est également enregistrée. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir répondu présent. On est vraiment très heureux de vous recevoir. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu l'organisation de la conférence de presse pour que vous puissiez ensuite vous concentrer sur le fond. On va être ensemble pendant environ 1h15, à peu près 45 minutes de prise de parole et ensuite on va prendre 30 minutes de questions-réponses. Pour ceux qui sont en présentiel, on vous passera un micro pour que ceux qui visionneront ensuite la conférence de presse entendent bien vos questions. Et pour ceux qui regardent à distance cette conférence de presse, n'hésitez pas suite à votre visionnage à nous contacter, à contacter Alice Decker, dont vous avez les contacts dans l'invitation presse, si vous avez des questions à poser aux intervenants et aux partenaires. Plus généralement, je vais commencer par vous faire une petite présentation de l'événement en tant que tel, et ensuite je donnerai la parole aux intervenants et aux intervenantes autour de moi. Christophe Robert, donc délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Ensuite, ce sera Nicolas Nas, chargé de campagne transition énergétique chez Greenpeace France. Ils reviendront tous les deux sur l'urgence sociale et environnementale autour de la lutte contre la précarité énergétique. Et ensuite, Suzanne de Chevenier, présidente des Compagnons Bâtisseurs. Juliette Lagagné, nouvellement directrice générale de la Fédération Solia. Et puis Bouchra Zeroual, qui est directrice des programmes et du développement au Clair, Réseau pour la transition énergétique. Pour ceux qui suivent à distance, à nouveau, je le répète, vous pourrez poser vos questions à Alice directement et elle se chargera de faire passer les questions. Vous trouverez la présentation des 25 co-organisateurs de la journée sur le site internet de la journée contre la précarité énergétique et dans le dossier de presse. Les 5 intervenants qui sont ici représentent la diversité de tous les acteurs qui copilotent cette campagne de sensibilisation coordonnée. C'est une initiative, la journée contre la précarité énergétique, qui a été lancée l'année dernière à l'initiative de la Fondation Abbé Pierre et qui est coportée, cofinancée par 25 partenaires très divers, des associations de lutte contre l'exclusion, des associations de lutte contre le dérèglement climatique, des associations et de collectivités qui sont impliquées dans la rénovation énergétique. Un peu à la manière des journées thématiques qu'on connaît tous, les journées de lutte contre le sida, la maladie d'Alzheimer, les violences faites aux femmes, pour le droit des enfants. Il s'agit chaque année d'organiser un rendez-vous symbolique, récurrent, autour d'une date nationale, autour de laquelle les acteurs qui sont impliqués sur ces questions pourront se regrouper, à la fois pour interpeller les pouvoirs publics et l'opinion publique sur l'urgence de cette lutte contre la précarité énergétique, sensibiliser sur les conséquences du phénomène, faire connaître aussi, visibiliser toutes les solutions qui existent et qui ne demandent qu'à être massifiées sur le territoire, et puis débattre aussi de la manière dont on mène ce débat, ce combat collectif. Cette année, c'est plus de 120 événements qui sont organisés partout en France, à la fois en métropole et en outre-mer, sous ce label, donc autour du 24 novembre. Ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, mais la plupart des événements seront organisés le 24 novembre. Ces événements, ils sont organisés par des collectivités, par des associations, par des entreprises, et qui ont répondu toutes à notre appel à mobilisation. Pour parcourir le programme complet, je vous invite à aller sur le site internet de la journée. Il y a une carte interactive avec tous les événements partout en France. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes et je vous invite vraiment à aller les découvrir. Ça prend plusieurs formes. Il y aura des visites de chantiers de rénovation en cours ou terminés, des visites de la ville thermographiques par des collectivités. Il y aura également des ateliers de sensibilisation auprès de nos décideurs, de nos citoyens, des travailleurs sociaux. Il y aura par exemple des stands d'information dans les lieux publics sur les dispositifs d'aide qui existent, privés, publics. Et puis il y aura également des sorties d'études, des rencontres. L'événement phare de cette journée cette année, et c'est une nouveauté, c'est le colloque national de la lutte contre la précarité énergétique qui aura lieu la veille du jour J, donc le 23 novembre à Paris. Et ce jour-là, on aura toute une journée dédiée à des tables rondes sur les prix de l'énergie, sur les obligations de rénovation, sur l'accompagnement avec tout un panel d'experts et de personnalités politiques. Il y aura notamment le ministre du Logement
Olivier Klein, il y aura des parlementaires impliqués sur la question, un citoyen de la Convention citoyenne pour le climat, des experts du monde associatif. Il y aura Emmanuel Cos en tant que présidente de l'Union sociale pour l'habitat, Emmanuel Vargon en tant que présidente de la Creux. Voilà, donc je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à y assister. Cette deuxième édition intervient dans un contexte assez particulier, dans un contexte social et politique particulier, du fait de la crise énergétique sans précédent que nous vivons depuis une bonne année et qui soulève de grandes inquiétudes pour les personnes vulnérables qui ne pourront pas faire face à l'augmentation des prix d'énergie et pour tous ceux qui, à cause de cette inflation, se verront basculer dans la pauvreté. Et c'est vraiment sur ces personnes-là, sur ce public, qu'on veut que l'attention soit portée le 24 novembre. Et c'est pourquoi cette journée a vraiment une couleur particulière cette année. Je laisse maintenant la parole à Christophe Robert, qui va en dire plus sur cette urgence sociale. Merci Hélène. Je prends le micro pour l'enregistrement. Merci à tous pour cette deuxième journée, vraiment importante pour tous les acteurs, je crois, mobilisés sur cette question. Alors, déjà, quelques mots pour situer un peu le sujet. C'est quoi la précarité énergétique? En fait, c'est la combinaison de trois facteurs. C'est des ressources faibles, précarité de ressources d'un côté. C'est des logements mal isolés, donc on y reviendra, qu'on appelle des passoires thermiques, et puis des prix élevés de l'énergie. Et donc, c'est la combinaison de ces trois facteurs qui crée les tensions que l'on connaît aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, alors les chiffres que nous avons à disposition datent d'avant la crise dont parlait Hélène à l'instant, mais même datent bien avant, parce qu'on parle aujourd'hui de 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique. Alors, on n'a pas de données qui permettent de savoir ce qu'il en est aujourd'hui plus précisément, après des années d'augmentation importante des prix de l'énergie, après aussi une période Covid qui a fragilisé de nombreux ménages, comme le démontre le rapport du Secours catholique, qui est une association partenaire et qui sort aujourd'hui. On voit bien que la queue de comète de la crise Covid, pour beaucoup, a constitué une fragilisation supplémentaire. On a quelques indicateurs qui nous montrent quand même, et là je parle même avant donc, cette année si difficile liée à la guerre en Ukraine, liée aux réalités géopolitiques que nous connaissons, qui nous montre quand même que la situation s'est tendue. Je vais en citer que quelques-uns, mais en 2021, vous avez 22% des foyers contre 14% en 2020 qui déclarent avoir souffert du froid pendant au moins 24 heures dans leur logement. Et plus d'un tiers de ces personnes déclarent que la raison, elle est financière. On a un autre indicateur qui est extrêmement préoccupant, celui-là, parce qu'il est en bout de chaîne de ces fragilités, c'est celui des coupures ou des réductions d'énergie. Elles ont beaucoup augmenté en 2021. Elles étaient 785 000 en 2021 contre 550 000 en 2020. Donc là, on a un indicateur qui est extrêmement inquiétant. Quand on commence à aller vers ces réductions ou ces coupures d'énergie pour impayés, en réalité, ça nous montre à quel point on se situe en situation de fragilité. Un autre indicateur de cette fragilité, cette fois sur les ressources, pas seulement sur l'énergie, c'est l'augmentation sensible, le mois dernier par rapport à l'année d'avant, du nombre de personnes qui sollicitent les demandes alimentaires. C'est grosso modo une augmentation en un an de 10 à 12%. Et là aussi, personne ne va frapper à la porte d'une demande d'aide alimentaire par plaisir. Donc c'est un indicateur de fragilité très important. Et donc, ce contexte qui est même pré-augmentation très très forte des prix de l'énergie, nous inquiète beaucoup, nous les associations, nous les partenaires de cette journée contre la précarité énergétique. Pourquoi ? Parce que depuis un an, on a vu augmenter très sensiblement les prix des biens de première nécessité, en quelque sorte. Vous avez vu la flambée des prix alimentaires. En moyenne, c'est 12 à 15%, mais pour certains produits, c'est 20 à 24%. Donc c'est très significatif pour des petits budgets. Depuis, les prix de l'énergie ont fortement augmenté. C'est vrai pour se chauffer, mais c'est vrai aussi pour se déplacer. Et ça crée ce que l'on connaît bien, nous, dans les associations de lutte contre l'exclusion, eh bien, des arbitrages impossibles sur des choses qui sont toutes indispensables. Se chauffer, s'alimenter, se soigner. Et là, on n'a pas de statistiques pour mesurer les impacts de ces arbitrages impossibles et les conséquences que ça peut avoir, par exemple sur la santé ou une mauvaise alimentation qui peut produire des effets à terme tout à fait inquiétants. Donc,
Ce contexte-là, il nous préoccupe énormément. Évidemment, il touche plus particulièrement les ménages à faibles ressources, hein, parce que voir augmenter, je ne sais pas moi, des prix alimentaires de 12-15%, quand vous avez 4 000 euros, 3 000 euros, 6 000 euros, ça passe. Ça ne fait pas quelque chose qui est potentiellement dangereux, périlleux pour l'équilibre de votre budget ou pour votre quotidien. Mais quand vous avez 800 euros, quand vous avez 900 euros, ou 1200 euros, ou 1500 euros et que vous êtes 3, évidemment, ça a un impact très très fort sur les ménages qui sont aujourd'hui confrontés à cela. Je voudrais rappeler aussi que la précarité énergétique a un impact très important sur la vie quotidienne des ménages et sur la santé des personnes. C'est-à-dire qu'en plus d'aggraver la situation financière des plus vulnérables telle que je viens de l'évoquer, la précarité énergétique a des effets très concrets sur la santé du fait de l'inconfort thermique, d'une mauvaise ventilation ou de l'humidité qui est due à un logement de mauvaise qualité, ou alors même à des pratiques de restriction des ménages qui ne se chauffent pas ou qui ne se chauffent plus, ou qui se chauffent mal. On a tous les cas de figure qui peuvent être envisagés. Il y a quelques années, on avait mené une étude à la Fondation Abbé Pierre qui mettait en évidence que le fait d'être en précarité énergétique provoquait une sensibilité très forte à des pathologies hivernales, mais aussi à des problèmes de santé chroniques, les problèmes respiratoires, ostéo-articulaires, des problèmes neurologiques, aussi de dépression, très fortement surreprésentés, toutes choses égales par ailleurs, au sein des ménages qui sont confrontés à la précarité énergétique. C'est-à-dire qu'on a comparé des ménages de même situation en précarité énergétique et sans précarité énergétique. Et la situation, les résultats sont sans appel. Quand on est en situation de précarité énergétique, on est 7 fois plus nombreux que les autres à souffrir d'anxiété, de dépression, 2 fois plus nombreux à souffrir d'asthme, mais aussi de bronchiolite, ou à connaître par exemple des allergies. Donc du coup, on est là face à une situation où, au-delà des chiffres qui nous permettent d'apprécier la situation de la précarité énergétique ou les pratiques de restriction, on a là des conséquences qui sont très importantes. Conséquences qui sont corroborées d'ailleurs par des travaux officiels qui montrent qu'on pourrait vraiment éviter, y compris de la mortalité, en limitant considérablement la précarité énergétique. Il y a un rapport du ministère du Logement qui parle de 10 000 vies évitées, 10 000 vies sauvées, si on rénovait toutes les passoires thermiques. Alors on pourra revenir dans le détail sur cette étude, si vraiment on fait le boulot, toutes les passoires thermiques sont rénovées. Mais en tout cas, ça nous montre qu'à la fois on pourrait avoir des coûts évités très importants en matière de dépenses de santé dans notre pays, mais aussi épargner des vies, épargner des maladies. Alors, globalement, on ne peut pas dire non plus que rien ne se fait face à ce phénomène-là. La prise de conscience a globalement progressé. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a 10-15 ans, beaucoup de nos associations prêchaient dans le désert sur ce sujet. Mais si, c'est un vrai problème. Nous, on le voit quand on aide les gens. Et ça n'était pas quelque chose qui était identifié. Donc ça, c'est un point positif. De la même manière, il y a des politiques publiques, on va y revenir, qui intègrent ce sujet-là, qui se préoccupent d'apporter une réponse à ce sujet-là. Mais deux points quand même sur lesquels je voudrais insister, et on aura l'occasion d'y revenir plus dans le détail par la suite. D'abord, l'implication dans la rénovation thermique des logements dans ce pays, la prise de conscience, la mise en place de dispositifs a permis une montée en puissance des interventions, mais pas pour les plus pauvres, et pas de façon satisfaisante au sens de pouvoir opérer des rénovations performantes qui permettent vraiment de faire sortir de la précarité énergétique les ménages. C'est-à-dire que derrière les chiffres, il faut regarder aussi qui utilise ces aides, qu'est-ce que ça permet, est-ce que ça fait sortir les passoires thermiques de cette situation-là, et est-ce que ça fait aussi baisser les émissions de gaz à effet de serre. Là, on est trop faible, mais on aura l'occasion d'y revenir. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est le rapport entre la précarité énergétique et la lutte contre l'habitat indigne. Beaucoup de nos organisations interviennent dans la lutte contre le mal logement, et la précarité énergétique est une des facettes de ce mal logement. Mais on voit que les politiques publiques sont très cloisonnées. C'est-à-dire que parmi les 600 000 logements indignes que connaît notre pays, beaucoup sont dans une situation de précarité énergétique ou de passoire thermique. D'un autre côté, les ménages qui sont confrontés à la précarité énergétique, pour beaucoup, nécessitent des travaux de grande envergure en matière de lutte contre l'habitat indigne. Or, on voit que ces deux politiques sont très cloisonnées et il est difficile, par exemple, d'intervenir sur les deux facettes simultanément. Mais si on se place du point de vue du ménage,
C'est un problème considérable, parce que ça veut dire qu'on aura résolu une partie des problèmes, mais on aura laissé une toiture complètement défectueuse, des murs qui potentiellement peuvent s'écrouler, et des situations extrêmement douloureuses pour les ménages. Donc là, il y a tout un champ de l'activité publique qu'il va falloir faire évoluer pour pouvoir traiter simultanément la lutte contre la précarité énergétique et la lutte contre l'habitat indigne. Maintenant, venons-en à quelques propositions. Nous sommes extrêmement inquiets, je l'ai dit, mais encore plus inquiets de ce qui s'annonce à partir du 1er janvier. Vous le savez, bouclier énergétique, donc un gros effort de la nation pour maintenir des niveaux d'électricité ou de gaz, alors tout le monde n'est pas concerné, mais quand même, à hauteur de pas plus de 15%. Donc tout le monde se dit, bon, il y a un vrai effort, mais enfin, 15%. Je reprends ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez 5 000 €, 15%, c'est absorbable. Ça fait beaucoup. Mais quand vous avez 800 €, les 15%, compte tenu de ce que l'on vient de dire, du taux de pauvreté en France, du fait que quand on prend le taux de pauvreté en conditions de vie, c'est-à-dire par rapport aux réelles dépenses, c'est 20% des ménages qui sont en situation de pauvreté en conditions de vie. Et bien 15%, ça ne passera pas. Donc ce que nous disons, c'est qu'il faut impérativement aider plus les ménages les plus fragiles et le faire très vite, parce que l'inflation, elle court aujourd'hui. Et parmi les plus pauvres, parmi les plus modestes, il y a déjà des situations très dures, on l'a dit, et donc il va falloir donner plus, soutenir plus, protéger plus les plus fragiles. Ça ne suffira pas d'avoir un bouclier qui soit homogène. Plusieurs choses à faire très très vite dans cet esprit. Premièrement, augmenter significativement les aides personnelles au logement. Franchement, on a là un outil qui existe depuis 1977 qui cible bien déjà les ménages pauvres et modestes. Il a fait l'objet d'économies peu acceptables pendant ces 5 dernières années, et donc il faut les augmenter significativement. La loi pouvoir d'achat, compte tenu de l'inflation, a acté une augmentation de 3,5%. Ça reste en dessous de l'inflation. Nous, on appelle à une augmentation à hauteur de 10% de ces APL et au doublement du forfait charge. J'insiste sur le doublement du forfait charge parce que c'est un élément du mode de calcul des APL qui a été très dévalorisé au fil de ces 15 dernières années. Et dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui d'augmentation de l'énergie et des charges, ce serait un bon moyen d'aider les ménages pauvres et modestes. Deuxième élément, il nous faut augmenter significativement dès le 1er janvier le montant du chèque énergie pour les ménages les plus pauvres. Vous le savez, ce chèque énergie, qui a déjà fait l'objet d'un élargissement après la crise du mouvement des Gilets jaunes, il varie aujourd'hui de l'ordre de 50 € à 277 € annuels. Donc on donne un chèque à un peu plus de 5 millions de ménages, 5,8 millions de ménages, de l'ordre de 50 € à 277. Nous pensons que pour les plus pauvres, il faut aller à 800 €. Nous pensons aussi que ce chèque énergie doit être indexé sur les prix réels des énergies. Troisième élément de proposition, il faut stopper par la loi les coupures d'énergie. C'est ce qu'on a fait en 2013 avec l'eau. On a, avec la loi Brottes, interdit les coupures d'eau, considérant qu'il faut un minima, ça fait partie des besoins de première nécessité. Quand on a lancé cette campagne-là, il y a un an, EDF a dit « Banco, je prends ». Je n'opérerai plus de coupures, je me limiterai à des réductions de puissance à hauteur de 1000 watts pour avoir le minimum et faire que ce ne soit pas rideau dans la famille, le frigo pour charger son téléphone et la lumière. 1000 watts, ce n'est pas beaucoup. C'est une pratique d'un autre temps. Nous pensons que par la loi, il faut interdire ces coupures d'énergie pour que tous les opérateurs, tous les fournisseurs d'énergie soient concernés et pas simplement EDF qui en a fait un choix d'entreprise. Il faut enfin, de notre point de vue, bien sûr, rénover avec un rythme plus accru les passoires thermiques. Il y aura plus de détails qui sera donné tout au long, mais vraiment avec des restes à charge zéro pour les ménages pauvres et modestes. Sans ça, ils ne pourront pas faire ces rénovations thermiques, des rénovations qui doivent être performantes pour sortir de la précarité énergétique et réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Bref, je conclurai en disant que vraiment je vous invite comme Hélène à aller voir toutes les initiatives que cette journée va susciter. Ça a été dit sur le colloque au Forum des images. Je pense aussi, nous, une journée qu'on va organiser à Rennes le même jour avec notre agence sur la lutte contre la précarité énergétique en secteur détendu, en milieu rural. Je pense aussi à un webinaire qu'on va organiser avec la Fédération européenne des associations de lutte contre le sans-abrisme sur les coupures d'énergie, parce qu'on voudrait porter cette proposition à l'échelle européenne. Et puis je pense aussi à ce que nous allons faire le même jour de la journée de la précarité énergétique avec le pacte du pouvoir de vivre
pour sensibiliser les députés de tous bords avec des webinaires à ces enjeux de précarité énergétique. Nous pensons vraiment qu'il faut former nos parlementaires à ce sujet pour qu'ils s'en saisissent et qu'ils puissent prendre les mesures législatives adaptées. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Christophe. Je vais donner la parole maintenant à Nicolas Nas, qui est chargé de campagne transition énergétique chez Greenpeace France. Oui, bonjour à toutes et tous. On voulait commencer par rappeler l'importance pour Greenpeace, mais aussi pour la majorité des associations du mouvement climat, de la question du logement, de la rénovation et évidemment de la précarité énergétique, qui sont vraiment des enjeux centraux pour la réussite de notre transition énergétique et donc pour le climat. Et ce pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'on pense qu'il existe un lien étroit et très fort entre les questions climatiques et les questions de justice sociale, et qu'on n'arrivera pas à résoudre, à relever le défi climatique si on n'intègre pas les questions de la répartition des efforts au sein de la société, si on n'intègre pas la question des inégalités d'accès au logement, à l'alimentation, à la mobilité, aux services publics, etc. etc. La deuxième raison, c'est une raison beaucoup plus comptable et pragmatique, c'est que quand on regarde les chiffres pour la France, il y a 40% de l'énergie consommée en France qui est consommée dans le secteur du bâtiment, donc qui recoupe à la fois le résidentiel et le tertiaire, mais 40% c'est vraiment considérable, c'est le premier poste de dépense d'énergie. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, on est à 20%, dont plus de 10% uniquement pour le logement, et notamment la question du chauffage, mais qui est fortement liée à la question de l'isolation. Donc à Greenpeace, on essaye depuis des années de parler, d'apporter au débat public cette question de la rénovation des logements, plutôt historiquement à travers la question de l'ineptie des grippins électriques ou les émissions de gaz à effet de serre des chauffages au fioul ou au gaz, qui sont délétères et qui sont délétères. Et puis depuis, je dirais à peu près 2 ans, il y a vraiment des liens beaucoup plus étroits qui se font entre les organisations du mouvement climat et les organisations sociales, parce que justement, il y a cette prise en conscience des liens forts entre climat et justice sociale. Il y a ces notions qui ont été popularisées, et puis on a aussi fait le constat que travailler en silo est inefficace et qu'on n'arrive pas à avoir des avancées politiques sur ces questions. Nous, ça s'est beaucoup fait à Greenpeace sur le terrain. L'an dernier, par exemple, nous étions avec la Fondation Abbé Pierre et Alliance citoyenne dans le cadre de la loi Climat et Résilience qui discutait de ces questions de rénovation des logements. On est allé devant le ministère de la Transition énergétique Boulevard Saint-Germain pour symboliquement renommer ce ministère en ministère des petits gestes, parce que c'est pour nous vraiment l'erreur que fait le gouvernement, l'erreur stratégique dans sa stratégie de rénovation d'avoir une politique d'incitation aux petits gestes, donc c'est-à-dire juste changer la chaudière, juste remplacer des fenêtres par du double vitrage, mais sans s'attaquer vraiment à l'ensemble de l'enveloppe, ce qui, si on fait le constat, s'avère fortement inefficace. Je cite par exemple l'étude de l'ADEME Trémi qui a été réalisée entre 2014 et 2016 sur des maisons individuelles qui ont montré que 80% des rénovations qui ont été faites, près de 80% des rénovations qui ont été faites, ne permettaient même pas de gagner une seule classe énergétique en termes de DPE, donc diagnostic de performance énergétique, c'est-à-dire qu'une passoire thermique rénovée qui était F avant la rénovation était encore F après, donc était toujours une passoire thermique. Donc ça permet ni de sortir de la précarité énergétique, ni d'avoir des gains énergétiques ou en termes d'émissions à gaz à effet de serre conséquents. Et il y a énormément d'argent public qui aujourd'hui dépensé comme cela, en majorité pour des rénovations par petits gestes qui s'avèrent inefficaces. Alors ça permet de faire de la communication en disant on fait 700 000 gestes de rénovation par an, mais ça ne fait pas vraiment avancer le débat. Cette année, on a, avec une trentaine d'organisations sociales et climatiques, publié une tribune qui effectivement alerte sur la gravité et l'ampleur de la crise énergétique qui s'annonce pour cet hiver, mais aussi pour les hivers prochains, parce qu'on pense que ça va durer encore quelques années. Et comme ça a été dit, cette question de l'augmentation des factures début 2023 de plus 15% sur l'électricité et le gaz, qui en moyenne représente 20 à 25 euros en plus chaque mois sur la facture des Françaises et des Français, ça c'est en moyenne. Évidemment, pour les habitantes et les habitants des passoires thermiques, ça va être bien plus. Ça peut aller de 50 à 100 euros supplémentaires par mois quand c'est des gens qui sont bien souvent, malheureusement, en situation de précarité aussi autre que énergétique, alimentaire,
financière, etc., on voit que le contexte social est extrêmement préoccupant et qu'il est urgent d'agir. Cette tribune avait pour demande effectivement un plan d'action immédiat et urgent de grande ampleur, avec effectivement des mesures pansement pour ne serait-ce que les ménages puissent passer l'hiver, avec l'interdiction des coupures d'électricité, ça a été dit, la revalorisation du chèque énergie à 700 € pour les ménages les plus démunis, puis dégressifs ensuite, et puis des mesures un peu plus structurantes à moyen terme, nécessaires à la fois pour l'urgence de la précarité et aussi pour le climat, notamment la revalorisation de 5 milliards d'euros par an du budget consacré à la rénovation performante des logements et évidemment avec une priorisation très importante des passoires thermiques, puisque l'enjeu est là et ça passe évidemment par un zéro reste à charge pour les propriétaires les plus modestes. Pour le moment, le constat qu'on fait, c'est que malgré plusieurs années d'intensification des mobilisations et des liens entre organisations climatiques et sociales, le gouvernement et Emmanuel Macron ne vont pas dans la bonne direction selon nous, puisqu'ils continuent cette logique des petits gestes. C'est pourtant un sujet qui est plutôt consensuel d'un point de vue politique. Il y a des députés qui vont de la NUPES jusqu'à LR qui sont d'accord pour dire qu'il faut prioriser la rénovation performante, qu'il faut mettre plus de moyens. Pour autant, la loi pour l'instant n'évolue pas. Il n'y a pas beaucoup plus de moyens qui sont déployés pour cela et il est urgent d'agir. C'est pour ces raisons que Greenpeace est une nouvelle fois partenaire de cette deuxième journée contre la précarité énergétique, qui est vraiment un moment essentiel pour faire de la pédagogie, pour sensibiliser sur cette question clé. Il y a effectivement une grande diversité d'acteurs qui sont présents, donc des professionnels du bâtiment à nous qui faisons plus des actions coup de poing, de dénonciation. On vous invite évidemment à participer aux événements qui seront organisés un peu partout en France. Par exemple, j'en citer quelques-uns, à Soyons dans l'Ain, il y a ce qu'on appelle une balade thermographique, c'est-à-dire qu'avec une caméra thermique, on va se balader dans la ville pour voir concrètement ce que ça veut dire un logement mal isolé, voir les pertes de chaleur concrètes sur le terrain. Dorémy organise près de Niort, sur un chantier de rénovation performante, un test d'étanchéité de l'air. Donc ça permet vraiment de comprendre ce que ça veut dire de faire une rénovation performante. Et puis ici à Paris, il y aura la nuit contre la précarité énergétique qui est organisée par On est prêt à la recyclerie le 24 pour justement discuter des conséquences de la précarité énergétique pour les 12 millions de personnes concernées. Je vais finir par dire que du côté des mouvements climat, on prévoit aussi des choses qui ne sont pas dans le programme officiel pour des raisons de confidentialité. On va passer à l'action ou se mobiliser sur la question dans les prochains jours ou d'ici le 24. Si vous voulez en savoir plus, on peut en discuter après la conférence de façon plus confidentielle, si vous voulez venir avec nous voir ce qui est prévu. Merci Nicolas. Je vais maintenant donner la parole à Suzanne de Chevenier, qui est présidente de l'association des compagnons bâtisseurs. D'accord, merci beaucoup Hélène. Bien, les compagnons bâtisseurs évidemment souscrivent à toutes les mesures, les préconisations qui ont et la manière de souligner l'importance de la précarité énergétique. Je voudrais, dans les minutes qui viennent, vous parler d'une part de notre action, mais peut-être d'abord d'un outil qui est extrêmement précieux sans doute pour vous et pour nous, qui est l'Observatoire national de la précarité énergétique. Alors, c'est donc un observatoire qui suit vraiment de près régulièrement à la fois les données quantitatives et puis le problème qualitatif. Donc, vous avez en ligne leur tableau de bord qui est mis à jour, il est sorti en septembre. Donc, pour tout ce qui est chiffres, repérage des différents acteurs, etc., vous allez les trouver là. Et puis, il y a une enquête qui va être publiée justement dans cette fameuse journée colloque de mercredi prochain, sauf erreur de ma part, qui va parler d'une étude longitudinale, une étude qualitative auprès de ménages en précarité énergétique pour comprendre leurs difficultés, mais suivant, peut-être pas au jour le jour, mais au mois le mois, comment ça se passe.
Je ne vous en dis pas plus parce que ce sera vraiment bien présenté la semaine prochaine, mais quelques éléments qui en sortent, qui sont importants et qui vont nous guider, à la fois nous donner une compréhension de qu'est-ce que c'est que de vivre cette situation-là, et puis évidemment guider notre action. Alors, pourquoi est-ce que les gens sont en précarité énergétique et y restent? Parce que c'est un des gros résultats, c'est que c'est extrêmement difficile et en l'espace d'un an, il n'y a pas beaucoup de ménages qui ont beaucoup avancé dans le problème. Manque de ressources financières, c'est évident, j'y reviens pas. Le très mauvais état de leur bâti, et ça rejoint ce que disait Christophe. On parle aussi de lutte contre l'habitat indigne. Et comment voulez-vous rénover quand la sécurité énergétique électrique est complètement défaillante dans un bâtiment? Il faut commencer par là. Donc c'est un autre blocage. De manière générale, la complexité du problème est un blocage. D'abord, techniquement, comment on fait pour isoler un bâtiment? Ça, c'est pas simple, c'est simple pour personne. Est-ce qu'il faut faire les fenêtres d'abord ou isoler le toit, etc. La réponse, c'est effectivement, il faut tout faire. Hein, mais bref, c'est un problème en même temps, hein, si possible. C'est un problème techniquement compliqué. Les dispositifs sont hyper compliqués. Ils sont nombreux, mal connus des différents acteurs du secteur. L'ONPE avait justement fait une étude qui a montré sur les 20 dernières années qu'il y en a eu à nouveau chaque année. Donc, vraiment, on arrive très difficilement à suivre. Quand vous êtes en difficulté, c'est-à-dire vous avez du mal à vous nourrir, à trouver du boulot, etc., à vous soigner, essayez de penser cette question complexe, c'est juste trop. En plus, sachant que vous avez plein d'interlocuteurs différents. Donc, une des raisons, c'est juste la complexité du problème qui fait que les gens ont du mal à avancer dedans. Une autre chose, c'est qu'il y a un découplage entre l'aide sociale et l'aide technique. Typiquement, quelqu'un va aller voir une assistante sociale, un assistant social, pour avoir une aide qu'il va sans doute obtenir. Il faudra plusieurs années pour qu'on passe à l'étape de « et si on faisait quelque chose pour son bâtiment ?» Donc c'est vraiment une difficulté là qu'il faut améliorer. Et puis, un problème assez massif des locataires en précarité énergétique, parce que le problème pour rénover, c'est leur propriétaire bailleur. Et là, vraiment, c'est une question, c'est un trou dans la raquette des dispositifs jusqu'ici. C'est vraiment un problème majeur. Donc, la réponse à ces questions-là, c'est il faut effectivement aider financièrement les gens, y compris pour aller jusqu'à un reste à charge zéro pour les personnes les plus en difficulté. C'est vraiment indispensable pour en sortir. Et il faut aller vers une rénovation complète pour qu'on résolve une fois pour toutes ces problèmes. C'est pas la peine de faire des petits bouts et puis que ça dure. Et vraiment, peut-être le plus gros enseignement, c'est qu'il faut accompagner les personnes. Il faut accompagner tout le monde, à vrai dire, tellement c'est compliqué. Mais les personnes en grande difficulté doivent être bien accompagnées. Alors, nous sommes plusieurs acteurs, enfin même de nombreux acteurs, petits et grands, à faire ce travail-là. Je vous dis deux mots de la manière dont les compagnons bâtisseurs, qui ont une approche un peu spécifique, et puis Juliette continuera, je pense, sur le même problème. Vraiment, l'accompagnement est vraiment central. Donc, une précision d'abord, les compagnons bâtisseurs accompagnent les ménages vraiment en très grande précarité. Nous sommes vraiment du côté des difficultés les plus grandes. Qu'est-ce qu'on apporte qui est important là-dedans? D'une part, une équipe socio-technique, c'est-à-dire nous essayons de combiner nous réussissons à combiner social et technique avec une équipe stable, et ça c'est très important pour qu'il n'y ait pas une multiplication des acteurs. Nous mobilisons face à un chantier comme ça les artisans et les entreprises, et ça c'est très important. On va les chercher et puis on sert d'interface, parce que ça aussi c'est pas simple de gérer plusieurs artisans si vous-même vous êtes très en difficulté. Et surtout nous avons un outil qui nous est vraiment propre, qui est, accrochez-vous, l'auto-réhabilitation accompagnée, ou ARA. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, donc auto-réhabilitation accompagnée, ça veut dire tout simplement que nous embarquons les habitants à travailler avec nous sur les chantiers. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, on fait vraiment concrètement des choses. Dans un chantier, même un chantier performant, avec les habitants, on peut poser de l'isolant,
On peut poser des ventilations et évidemment, on peut faire des travaux de finition. Et ça, c'est hyper important parce que ces personnes, on les a remobilisées. Elles sont en difficulté, mais on redonne du pouvoir d'agir pour la personne. On sollicite la famille, on sollicite les voisins, etc. Bref, on remobilise les gens. Les habitants, du coup, qui ont travaillé sur le chantier, s'approprient beaucoup plus facilement les trucs nouveaux qu'ils vont avoir. Nouveau type de chauffage, peut-être une ventilation qu'il faut bien gérer. Mais quand vous l'avez posé vous-même, vous comprenez, vous savez ce qu'il faut faire. Et puis, juste au passage, les gens travaillent dessus, c'est un apport en industrie et ça baisse un tout petit peu les budgets. Donc ça, c'est notre outil spécifique pour accompagner ces gens très en difficulté, accompagner à améliorer leur logement, mais surtout accompagner à reprendre pied et avancer face à ces problèmes. Alors, moi aussi, j'annonce 2-3 petits événements spécifiques pour nous qui sont à venir, donc l'enquête qui est la semaine prochaine. Juste pour vous dire que nous, les compagnons bâtisseurs, font une formation la semaine prochaine en Guadeloupe sur la précarité énergétique. Et c'est l'occasion de dire que, attention, ce n'est pas juste une question de froid, la précarité énergétique, c'est une question de chaud aussi. Et au passage, à La Réunion, ça culmine à plus de 1000 mètres, donc il fait aussi froid là-bas. Donc c'est vraiment une question qui concerne l'outre-mer autant que la métropole. Alors, juste 2-3 tout petits événements. Un mobilidome, c'est-à-dire un véhicule, une petite camionnette portée par les compagnons bâtisseurs qui fait une journée à Hermont, dans le Puy-de-Dôme, avec une fresque climat, accompagnement, etc. Donc, je remets Puy-de-Dôme en valeur. Mais si c'est un peu trop loin, vous avez la même chose, enfin quelque chose de similaire avec les compagnons bâtisseurs Île-de-France à l'île Saint-Denis. C'est un peu moins loin. Et puis, un dernier élément, peut-être signaler le Stop Exclusion énergétique qui va remettre ses trophées des solutions contre la précarité énergétique. C'est le 24. Voilà. Merci. Donc, Juliette, la suite, sans doute. Merci beaucoup. Effectivement, donc, moi je souhaitais insister sur 3 points et 3 enjeux selon nous pour accompagner au mieux les ménages en situation de précarité. D'une part, la sensibilisation des ménages, c'est-à-dire l'importance de la mise en place d'ateliers de sensibilisation, de pouvoir toucher les ménages et les informer sur leurs droits et sur les possibilités de financement des rénovations. Deuxièmement, la question de l'accompagnement sur lequel vous êtes déjà intervenu. Et puis enfin, insister sur des éléments qui ont déjà été évoqués, à savoir le financement effectivement des rénovations et qui nous permettent d'atteindre le zéro reste à charge. Le mouvement Solia, c'est aujourd'hui 135 organisations qui accompagnent les ménages les plus fragiles dans le but de leur permettre de vivre dans un logement abordable, économe en énergie et adapté, à la fois en France métropolitaine, mais aussi dans les Outre-mer. Et en 2021, il y a eu près de 39 000 ménages qui ont pu être accompagnés dans leur projet de rénovation énergétique. Et c'est sur la base justement de l'observation et de ce que nous font remonter les adhérents que je vais pouvoir évoquer les éléments et les enjeux autour de l'accompagnement. Aujourd'hui, effectivement, vous l'avez dit également, on a cette dichotomie entre rénovation par geste et les enjeux autour de la rénovation globale qu'on souhaite atteindre, mais les ménages en situation de précarité souvent ne se sentent pas forcément concernés. Ça leur paraît complexe. Administrativement, les méandres administratifs auxquels il faut faire face et faire front pour aller trouver les financements pour la rénovation. Et puis, comme on l'évoquait déjà, le reste à charge fait que pour nombre d'entre eux, ils ne se sentent pas forcément concernés, d'où l'importance, comme je l'évoquais, de la mise en place d'ateliers de sensibilisation et de pouvoir aller vers les ménages, aller les chercher, aller les informer.
la question aussi, comme on l'évoquait, d'un accompagnement, un accompagnement qui doit être personnalisé et un accompagnement qui doit être renforcé. Les ménages auxquels les structures Solia s'adressent sont ceux qui souvent, comme je l'évoquais, ne se sentent pas concernés. Et donc l'accompagnement que nous leur proposons, c'est un accompagnement qui va vers eux, c'est-à-dire que les équipes se rendent au domicile des personnes, étudient avec elles leurs projets grâce à des diagnostics énergétiques et techniques, leur proposent des réponses qui sont adaptées à la fois au bâti, c'est-à-dire à leur logement et à la manière dont ils sont aujourd'hui construits, mais également qui tient compte de leur capacité financière et de leur capacité à dégager les moyens nécessaires pour la mise en place des rénovations. Voilà, donc nous, on souhaitait vraiment insister sur cet enjeu et cette nécessité d'un accompagnement vraiment renforcé. Il y a une dimension humaine qui est très forte. C'est vrai que un de nos points d'inquiétude autour c'est l'ouverture aux structures privées et à but lucratif sur les enjeux de rénovation. Les ménages en situation de précarité, aujourd'hui, sont soit passés à l'as parce que, justement, pas suffisamment lucratifs pour ces entreprises, soit être mal accompagnés. Il y a vraiment ce besoin d'une connaissance et d'une proximité avec les ménages. Et enfin, même si le gouvernement, on l'a dit, a fait un effort réel de soutien financier, notamment grâce à MaPrimeRénov', pour toute une frange des ménages, comme je l'évoquais, le reste à charge pour une rénovation globale reste trop important. Il y aura certes des économies à l'issue pour le ménage, mais en attendant, la mise de jeu est trop difficile à trouver. Du coup, on essaye de développer, en attendant que le gouvernement entende cet enjeu-là et débloque des financements qui soient à la hauteur des besoins des ménages les plus précaires. On essaye de développer au sein du mouvement des programmes qui visent à la fois les 100% rénovés, 100% accompagnés et 100% financés. On a notamment un programme qui s'appelle BBC Solidaire, donc bâtiment basse consommation solidaire, à destination des ménages qui vivent aujourd'hui dans des maisons individuelles, donc pour des ménages, pour des propriétaires occupants de maisons individuelles. Et donc voilà, on essaye d'aller à la recherche des financements complémentaires pour leur permettre la rénovation globale de leur habitat, avec un zéro reste à charge. Mais c'est vrai que notre enjeu collectif, c'est bien de pouvoir mobiliser et faire entendre le besoin de cette frange de la population auprès du gouvernement. Peut-être comme les uns et les autres, vous faire part de quelques événements qui auront lieu et qui seront organisés. Donc, sur la journée du 24 novembre, le mouvement Solia va se mobiliser sur notamment des ateliers de sensibilisation, peut-être citer deux territoires sur lesquels des actions vont être menées, à la fois les Outre-mer, où on a un programme qui s'appelle ZEST, qui est un programme de sensibilisation des ménages, donc d'ateliers de sensibilisation collective sur ces enjeux de rénovation énergétique. Et puis dans les Hauts-de-France, où il y a un programme qui s'appelle Écorce en Or, dans le Nord, c'est Écorce en Or, qui vise aussi à mettre en place des ateliers à la fois collectifs, mais aussi en partenariat avec la CAF, le repérage de ménages pour lesquels il pourrait y avoir un accompagnement mis en place. Et donc, les équipes vont pouvoir se rendre au domicile des personnes pour aller à leur rencontre et commencer à voir avec eux ce qui pourrait être envisagé pour eux. Merci Juliette. Merci. Je crois qu'il y a un micro de ce côté-là. Bouchra, Zerwal, je te laisse. Bonjour à tous. Effectivement, l'enjeu de l'accompagnement humain, l'humain au centre de la transition énergétique, si on veut qu'elle soit juste, solidaire, partagée, qu'elle soit accessible au plus grand nombre, évidemment qu'on partage ce constat, évidemment qu'on partage tout ce qui a été dit. Ce qu'on sait aussi, c'est que pour accompagner ces ménages, il y a également besoin d'accompagner les professionnels qui les accompagnent. Et c'est précisément l'objet de ce que fait le réseau Rappel, le réseau des acteurs contre la pauvreté et la précarité énergétique dans le logement. Tout à l'heure, on disait que les associations travaillent depuis un certain nombre d'années, qu'elles sont plus ou moins reconnues sur le sujet, qu'elles ont beaucoup prêché dans le désert. Le réseau Rappel existe maintenant depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que des acteurs professionnels partout en France informent, accompagnent
accueillent des ménages en précarité énergétique. Et donc, ces acteurs professionnels sont en lien direct, en prise directe avec les difficultés des ménages. Et c'est important pour eux qu'ils puissent eux aussi se retrouver au sein dans un espace, qu'il soit virtuel, avec des visios qui soient physiques, parce qu'on organise aussi des journées annuelles, qui puissent se retrouver pour échanger sur leurs difficultés, pour faire émerger des solutions, pour partager des outils, pour s'entraider. Et donc, in fine, pouvoir proposer des solutions adéquates pour les ménages qui les accompagnent. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la précarité énergétique, c'est un phénomène qui est multidimensionnel. On parle d'enjeux sociaux, économiques, on parle d'augmentation du prix de l'énergie, de mauvaise qualité des logements. Et en fait, ces différents secteurs sont... ce sont des acteurs différents qui travaillent dans ces différents secteurs. Et il y a bien un enjeu extrêmement important, c'est de pouvoir les mettre en lien pour pouvoir justement apporter les réponses les plus concrètes, les plus adaptées, les plus pertinentes aux difficultés que rencontrent les ménages. Donc ce réseau, ces 1000 membres existent depuis 2007. On a du coup une certaine connaissance du terrain et ça nous permet d'imaginer et de proposer des solutions très concrètes aux ménages. Et par exemple, un programme qu'on met en œuvre qui s'appelle le programme SLIM, les services locaux d'intervention pour la maîtrise de l'énergie. Ça fait beaucoup de sigles et d'acronymes, j'en conviens. Il s'agit là, en fait, d'organiser ce qu'on appelle le repérage des ménages en précarité énergétique. Effectivement, les dispositifs existants sont insuffisants en termes de public touché, en termes de méthodologie, en termes de finances qu'on va mettre en face, de moyens financiers mis en face, mais il y en a qui existent quand même. Et donc le premier sujet, le premier pas, quand on veut lutter contre la précarité énergétique, c'est de repérer les ménages. Et donc pour cela, on a mis en place une méthodologie qui permet aux collectivités, parce qu'en fait on accompagne effectivement les acteurs professionnels associatifs, mais aussi les collectivités, les centres communaux d'action sociale, les métropoles, les départements, qui sont au cœur du sujet et qui elles aussi, rencontrent des difficultés. Vous n'êtes pas sans savoir que ça va être compliqué aussi, la crise énergétique pour les collectivités et pour qu'elles puissent payer les factures énergétiques de leur patrimoine. Donc elles aussi se retrouvent dans des situations difficiles d'arbitrage. Et donc avec ce programme, on souhaite pouvoir mettre à disposition un financement qui permet à ces collectivités de financer entre 50 et 70% des dépenses qu'elles vont avoir à réaliser pour organiser ce repérage. Je reviens 2 minutes sur ce que c'est que ce repérage, parce qu'en fait, je pense que spontanément, on se dit, en fait, ces ménages, ils existent, on va les trouver. Pardonnez-moi de vous dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on a déjà dit pourquoi, parce que les dispositifs d'aide sont foisonnants. On sait qu'en moyenne, le non-recours au droit, c'est 20%. C'est le cas pour le chèque énergie. Il y a 20% des ménages qui pourraient avoir recours au chèque énergie, quelle que soit sa somme. Et évidemment, il faut qu'elle soit bien relevée. Mais voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir déjà améliorer le recours au droit. Et donc, par l'intervention très localement, les collectivités, elles mettent en œuvre ce qu'on appelle un réseau de donneurs d'alerte, qui sont des personnes qui, dans leur sphère ou dans leur activité professionnelle ou bénévole, vont être en contact avec les ménages. Et donc, à l'occasion d'un bénévole associatif, d'une association caritative par exemple, à l'occasion d'être allé boire un café chez quelqu'un qui vient régulièrement dans les locaux, se rend compte qu'effectivement, cette personne a des difficultés à pouvoir payer ses factures, ou alors elle vit dans un logement aux qualités ou aux performances énergétiques très, très faibles. Et bien, ces personnes-là, elles vont pouvoir faire remonter à la collectivité cette situation, évidemment avec la permission de ménage, pour que celui-ci, c'est la deuxième étape du programme, je sais que je rentre dans le concret, mais ça permet aussi de se rendre compte des solutions qui existent, ce qui permet donc en deuxième étape de dépêcher un diagnostic socio-technique chez le ménage. Parce que ce qu'il nous a raconté, on a besoin de le confronter à la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a de la moisissure dans ma salle de bain? Qu'est-ce que ça veut dire, il y a peut-être une fenêtre cassée dans la chambre? Donc ça permet de bien comprendre quelle est la situation du ménage pour, in fine, le renvoyer vers un dispositif existant. Parce que je le disais, certes, les dispositifs on n'est pas la maille, mais il y en a un certain nombre qui existent, et du coup, il faudrait déjà que ces dispositifs rencontrent les ménages qui en sont bénéficiaires. Et ça permet également à la collectivité de penser des dispositifs complémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, un des effets, un des co-bénéfices du programme, effectivement, c'est d'accompagner ces ménages et de pouvoir les sortir de cette situation de précarité énergétique, mais c'est aussi, de la part de la collectivité, de se rendre compte que finalement, elle aussi, elle a un pouvoir d'agir, et qu'elle aussi, elle peut mettre ce qu'on appelle en place, par exemple, des petits fonds d'aide aux travaux qui vont pouvoir aider le ménage.
Dernière chose, les dispositifs vers lesquels on les accompagne, évidemment, et on est tous d'accord sur ce point, in fine, il faut qu'on puisse rénover de façon globale et performante les logements, en particulier de ces ménages, et en particulier avec zéro reste à charge. Cependant, quand on est sur le terrain, on voit bien que cette solution idéale et in fine, elle est parfois inatteignable pour un certain nombre de raisons, et qu'il faut pouvoir accompagner ces ménages vers des solutions, disons, intermédiaires, leur mettre le pied à l'étrier, se dire qu'au final, aujourd'hui, ce ménage, il a besoin d'un accompagnement juridique, d'un accompagnement budgétaire. Le logement dans lequel il vit, il n'aura jamais les moyens de pouvoir le faire rénover, alors on peut penser à du relogement. Voilà, il y a un certain nombre je parlais tout à l'heure aussi du recours au chèque énergie. Il y a un certain nombre de premières solutions qu'on peut proposer aux ménages pour l'emmener justement avec nous vers, in fine, une rénovation performante globale. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aussi ? Vous dire que le programme CIM existe depuis 10 ans, donc on sait maintenant à peu près de quoi on parle. Ce sont depuis 10 ans près de 70 000 ménages qui ont été accompagnés, et ce qu'on ambitionne pour la période 2022-2025 avec 56 millions d'euros, c'est de pouvoir accompagner environ 100 000 ménages et de pouvoir engager une centaine de collectivités dans le dispositif. Peut-être donner quelques événements aussi le côté du CLER, le réseau pour la transition énergétique, et du côté du rappel, donc le réseau des acteurs contre la pauvreté et la précarité énergétique dans le logement. Je me permets de le répéter, c'est pas toujours, ça va des fois un petit peu vite. Justement, nos deux réseaux organisent les 24 et 25 novembre à la Maison des Solidarités à Paris notre rencontre annuelle des acteurs engagés contre la précarité énergétique. Ce sont justement ces professionnels dont je parlais tout à l'heure qui ont besoin d'avoir des espaces pour échanger ensemble, qui se rencontrent lors de plénières, d'ateliers, de discussions, donc pendant 2 jours. Et puis, pour exemple, dans notre réseau d'adhérents, si vous n'êtes pas disponible le 24 novembre, parce qu'il me semble qu'il va se passer un paquet de choses, eh bien, vous pouvez aller dans la Nièvre. Je sais, c'est pas à côté, mais ça dépend à qui on s'adresse. Et donc, dans la Nièvre également, le département et l'Agence locale de l'énergie organisent une rencontre une rencontre annuelle des acteurs départementaux qui luttent contre la précarité énergétique. Et si vous avez vraiment bien bossé le 24 et que vous dites, tiens, je me demande ce que je vais faire le soir, eh bien, Marseille, le GERES, qui est une association également membre du réseau, qui travaille sur les sujets à la fois de lutte contre la précarité énergétique, mais aussi plus globalement sur la solidarité internationale, organise un événement en journée et en soirée pour à la fois les acteurs professionnels, mais également les ménages, de manière à donner à connaître, à mettre en visibilité un phénomène qui effectivement est aujourd'hui sous les projecteurs, mais ça date pas d'aujourd'hui, et il nous semble que malheureusement, on ne va pas régler par des mesures d'urgence pas toujours efficaces, on ne va pas régler le problème cet hiver, et que c'est un sujet qui, de toute façon, il va falloir prendre à bras le corps parce que le sujet va continuer de se poser à nous tous. Merci Bouchra. Comme ils l'ont rappelé, je pense que je vous encourage vraiment à aller voir le programme des événements. Il y aura forcément des choses qui vont vous intéresser ou intéresseront vos lecteurs. Je vous propose de passer à une séquence de questions-réponses, s'il y a des questions dans la salle, sachant que pour les personnes qui visionnent la conférence de presse en ligne, vous pouvez poser vos questions directement à Alice Decker, dont vous avez le contact dans l'invitation presse, et elle pourra nous transmettre ces questions et nous vous répondrons directement. S'il y a des questions dans la salle, ouais. Est-ce qu'on peut passer le micro? Personne qui pose des questions? Merci. Il faut parler dedans. Ouais. Oui, bonjour, merci. Guy Lemay pour la lettre Habitat et collectivité locale. 2 questions qui sont liées et qui sont posées à l'ensemble des intervenants. Quel est le premier résultat attendu de cette, au-delà de la mobilisation et du caractère symbolique que vous avez évoqué, dans le contexte actuel, qui est un contexte qui a été rappelé d'urgence sociale, ou voire même d'urgence, simplement la question énergétique. Vous dites elle est sous les projecteurs, elle n'est pas que sous les projecteurs, elle est presque sous les bombes. Enfin voilà, il se passe des choses qui font que... Voilà. Quel est le premier résultat attendu? Et peut-être en corollaire, et c'est la fin de votre intervention de réseau rappel qui me fait penser, mais chez nous c'est une vieille idée, vous avez parlé du foisonnement des dispositifs. Votre assemblée, on a l'impression qu'il y a aussi un foisonnement
dans certains cas peut-être sur le terrain, et on peut en attester, presque de concurrence. Alors le côté positif, c'est évidemment qu'il y a des laboratoires avec des associations qui font des choses différentes, qui ont des dispositifs différents, qui sont accrochés à telle ou telle collectivité. Mais le côté négatif, c'est que pour le particulier, voilà, il y a l'accompagnateur de France Rénov', il y a, qui sont déjà plusieurs, il y a des associations, des initiatives locales. Bref, est-ce que tout ça n'est pas à organiser pour que cette mobilisation et toutes ces associations qui interviennent chacun avec des modalités un peu différentes, mais quelquefois exactement les mêmes et en concurrence, est-ce qu'il n'y a pas un rassemblement? Est-ce que ce n'est pas le prémisse d'une organisation plus qui ne soit pas qu'une fois par an pour dire au fond, attention, on n'arrive pas, les pauvres n'arrivent pas à se chauffer? Merci. On prend une deuxième question peut-être et après on va vous répondre. Question. Bonjour, Nicolas Gubert pour l'AFP. Je ne sais pas si ça marche. Bon. Question très bête et méchante. Vous avez semblé évoquer une montée en puissance de l'événement par rapport à l'an dernier. Est-ce que vous avez des chiffres qui illustrent cette ampleur plus importante de la journée de la précarité, contre la précarité énergétique? J'y vais aussi. Alors, moi, j'ai deux questions. D'abord, j'ai la question, vous n'avez pas beaucoup parlé de la filière. Je ne sais pas trop comment... Voilà, qu'est-ce que vous pensez de la façon, par exemple, dont les trucs sont certifiés RGE? Où est-ce qu'on en est sur la construction d'une filière depuis la formation jusqu'à... voilà, c'est un des gros problèmes aussi auxquels sont confrontés les particuliers parce que c'est arnaque et compagnie. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez de la façon dont le gouvernement gère cette question-là, la certification des acteurs? Ça, c'est la première chose. Et l'autre question que je voulais vous poser, il y a cette polémique qui monte autour de l'interdiction de mettre en location les passeports thermiques EF et on entend un peu, enfin ça s'adresse un peu à la Fondation Abbé Pierre, on entend un peu une petite musique en gros sur le mode c'est la catastrophe, il n'y a plus rien à louer et donc ça va accroître la crise du logement avec en fait comme ça des impératifs un peu contradictoires. Voilà, donc là je m'interrogeais sur votre position là-dessus. Voilà. C'est une question qui tue. Ouais. Peut-être juste répondre à... Enfin, on va répondre à plusieurs et on va se compléter. Je vais essayer de faire une réponse courte sur peut-être deux, trois sujets. Premièrement, le premier résultat attendu... alors, ça a été dit, notamment par un collègue de Greenpeace, mais on sait qu'on va vers un processus de résolution de ces problèmes qui va prendre du temps. Donc on sait comment ça marche, les décisions publiques, on sait comment il faut sensibiliser l'opinion, comment les dispositifs doivent intégrer toutes ces réalités qui viennent d'être évoquées de terrain, qui nous font finalement prendre conscience que derrière un chiffre de 650 000 à 700 000 rénovations, qui est un chiffre en fait de communication et qui est bien réel et qui montre une prise en compte du sujet. Mais quand vous êtes face à un ménage et que vous vous apercevez qu'en fait, il n'a pas changé de classe, qu'il est encore en précarité énergétique, voire qu'il est encore dans l'habitat indigne, on se dit, mais le résultat, il est où? Tant du point de vue des émissions de gaz à effet de serre que du point de vue des ménages. Donc, notre objectif à nous, et c'est bien le rôle des associations et des organisations qui sont autour de cette journée, de dire la vérité. De dire la vérité de ce que l'on voit tous les jours, de ce que vivent les gens, des limites des dispositifs. Ça ne veut pas dire qu'on considère que tout est mal, et ça a été dit dans la dernière intervention. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas des collectivités où ils mettent des régions, des départements, des collectivités, ils mettent la main à la poche et ils essaient de faire des rénovations globales. Nous, à la Fondation, on arrive à faire des rénovations globales pour les plus pauvres et le gain en matière de pouvoir d'achat est considérable. Donc, on sait aussi que ça marche. On sait aussi qu'on peut faire autrement. Donc, à un moment, c'est notre responsabilité collective que de le dire. Maintenant, il y a un contexte particulier. Ce contexte particulier, c'est celui de la flambée des prix de l'énergie et des biens de première nécessité. Je reviens sur la question alimentaire. Et c'est là où cette journée prend une couleur particulière. Et c'est là où notre message, il est simple. Là aussi, il y a eu des efforts, les 15% à partir du 1er janvier. Mais ça ne pourra pas passer pour les plus pauvres. Ça ne pourra pas passer pour les modestes. Donc il y a énormément d'inquiétudes, il y a énormément de peur de basculer.
Et c'est aussi là notre responsabilité de dire qu'au-delà de la lecture macroéconomique, y compris des efforts qui sont faits, et d'un point de vue budgétaire par le gouvernement, on ne pourra pas avoir le même effort pour tout le monde. Partager, ça a été dit, partager les efforts, partager les richesses, partager les aides. Financer un bouclier à 15% pour des gens qui gagnent 5 000 à 6 000 euros, c'est aussi financer plus de déplacements avec des grosses voitures et utiliser plus l'avion. Nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de crever, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc, il y a là la nécessité de tirer la sonnette d'alarme. C'est ça la première attendue, au-delà du partage de bonnes pratiques et de l'envie de faire. Et je réponds juste à une autre question, et je laisserai la parole aux collègues. C'est la dernière question qui vient d'être posée, parce qu'elle est compliquée. Vous avez raison, elle est importante, cette question. Pourquoi la loi climat et résilience est-elle entrée dans une logique qui consiste à dire « nous allons interdire la location » au 1er janvier prochain, puis en 2025, et puis en 2028, de logements mal isolés, passoires thermiques, telle catégorie. Bon. Parce qu'on connaît tous l'histoire de comment on peut espérer changer la donne sur ce sujet. Si à un moment, on ne met pas le bâton, si à un moment, on ne dit pas « ça ne se loue plus », ou ça ne se loue pas dans les mêmes conditions. Hein, je pense par exemple au fait de ne pas pouvoir augmenter les niveaux de loyer, ce qui est déjà le cas aujourd'hui quand vous êtes dans une passoire thermique et donc vous ne pouvez pas augmenter les loyers. C'est une avancée, c'est une reconnaissance législative du fait que quand vous êtes propriétaire, vous avez une responsabilité. Et donc, ce que nous pensions, nous, à ce moment-là, c'était de dire, OK, il faut adresser ce message parce qu'autrement, le changement, il n'y aura pas. Il faut adresser ce message, mais le faire de façon séquencée, c'est-à-dire avec des étapes, pour que, d'une part, la filière puisse se mettre en marche, pour que les propriétaires en aient conscience, et que nous accompagnions ce mouvement-là d'aide adaptée. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas besoin d'aide pour rénover son logement. Donc certains, il faut qu'ils le fassent, point. Puis ça augmentera la valeur de leurs biens, etc. Et puis il peut y avoir, parmi les ménages concernés, des propriétaires qui n'auront pas les moyens de le faire. Et c'est cela qu'il faut aider en priorité. Donc c'est des paliers, mais qui donnent le ton. Si on veut atteindre nos objectifs en 2050, on doit passer par des obligations. On le sait dans tous les pays qui se sont mobilisés sur ces sujets, c'est absolument incontournable. Maintenant, il faut le faire avec la bonne temporalité et avec les bonnes aides pour accompagner les ménages. Mais toute la transition écologique, elle est construite sur ce modèle-là. Quand on dit qu'on va interdire les véhicules thermiques, c'est l'idée de dire on va permettre à la filière entre-temps de s'organiser. Alors, il y a plein de questions qui restent en suspens, évidemment, mais en même temps, on n'a pas le choix. Et sur la question de la lutte contre la pauvreté, et donc la précarité énergétique en l'occurrence, et sur la question de la protection de notre planète. Donc il faut le faire de manière séquencée et accompagner vraiment les ménages, les propriétaires. Juste un petit parallèle sur qu'est-ce qui s'est passé en 2001. Il y a eu le même débat quand le décret sur le logement digne, ou le logement indigne, est sorti. On nous a dit, oh là là, vous plaidez pour que un logement de moins de 9 mètres carrés ne soit pas considéré comme un logement, donc il ne puisse pas être loué. On nous a dit, vous allez mettre plein de mal logés dans la rue. Vous, la Fondation Abbé Pierre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non. Vivre dans 5 mètres carrés, il y a plein de gens qu'on accompagne juridiquement aujourd'hui, c'est indigne. Et ça ne peut pas être une responsabilité de propriétaire. Ça ne peut pas être, comment dire, un acte commercial, si vous voulez. Et voilà, du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il n'y a pas eu plus de gens à la rue, il y a eu une norme pour protéger les plus fragiles, pour ne pas offrir des pauvres logements aux pauvres, et pour pouvoir organiser. Alors à Paris, ils ont travaillé à joindre 2 chambres de bonne pour pouvoir en faire un logement un peu plus décent. 9 mètres carrés, ce n'est pas non plus un palace. Et ça a permis de donner un signal. On appelle ça des signaux normes, un signal sur la dignité à nos concitoyens. Donc c'est pas simple, je comprends que certains aient peur. Il faut trouver les bons accompagnements, il faut mettre le bon temps, mais c'est incontournable pour pouvoir changer la donne. Je ne sais pas... Je peux vas-y, rajouter compléter, bien sur sûr. les autres questions, justement, enfin quelques-unes. La question de la concurrence sur le terrain. Alors moi, je suis ravie qu'il y ait beaucoup de monde sur le terrain, hein, parce que ça fait longtemps qu'on travaille la question. On est vraiment content qu'il y ait du monde. Et de plus en plus, on a des questions d'organisation des acteurs. On se regroupe, Stop Exclusion Énergétique, dont je parlais tout à l'heure. C'est un regroupement d'acteurs. Il y a Don Rémy, il y a nous, mais il y a pas Solia, je crois que vous y êtes aussi. Enfin, il y a vraiment ce mouvement. Et juste au passage, les accompagnateurs Rénov', les acteurs existants, s'ils sont à hauteur, disons, sont labellisés et le deviennent. Donc, ce n'est pas des acteurs nouveaux, c'est de l'organisation des acteurs sur le terrain. Mais je suis contente que ce soit plutôt foisonnant,
que ce soit devienne plus transparente, plus lisible plutôt. C'est tant mieux, mais c'est bien qu'il y ait du monde. Et juste la question de la filière, parce que ça, c'est hyper important. Un des gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'artisans et d'entreprises compétentes, connaissant vraiment les questions de précarité énergétique. Et ça manque. L'ADEME a fait des études sur les travaux faits par les gens. Énormément de gens bricolent eux-mêmes, tout milieu confondu, bricolent eux-mêmes, et il y a besoin d'accompagner pour augmenter la qualité là. Il y a besoin d'accompagner les acteurs, mais c'est là où l'autoréhabilitation accompagnée joue aussi. Si vous accompagnez les personnes qui interviennent, ça fait de la main-d'œuvre en plus, et elle manque terriblement. Sur la question effectivement de la concurrence, moi je pense qu'effectivement il n'y en a pas. Sur les 23 ou 24 millions de logements qui seraient à rénover pour atteindre l'objectif neutralité carbone en 2050, on estime qu'il y en a à peu près 7 millions qui sont des logements occupés par des ménages modestes ou très modestes. Donc autant vous dire qu'effectivement plus on est nombreux, plus on y arrivera, et que l'enjeu c'est pas forcément la concurrence mais plutôt la complémentarité, et c'est ce qu'on essaye de travailler sur le terrain. Mais voilà, il y a de la marge. Vous êtes tous retenu pendant le terme de concurrence, mais je pense aussi au foisonnement, à la difficulté pour le particulier d'avoir face à lui des offres concurrentes différentes. Oui, mais je pense que là il faut répondre sur les accompagnateurs notamment, je pense. En particulier sur en fait, les acteurs qui vont être présents sur le terrain, les différentes structures, elles vont avoir chacune une complémentarité, elles vont avoir chacune une intervention spécifique en termes d'information, de conseils, d'accompagnement. Et donc, elles ont aussi leur rôle finalement, chacune là où elles doivent intervenir. Et pour exemple, en tout cas, il ne me semble pas que le plus pertinent, ce serait d'avoir une seule structure, une seule tête qui ne dépasse pas, puisqu'en fait, la difficulté, c'est juste, j'en termine là, la difficulté, c'est de pouvoir, on ne va pas intervenir de la même manière en milieu rural qu'en milieu urbain, par exemple. On ne va pas avoir le même type de bâti, on ne va pas avoir les mêmes contraintes architecturales, par exemple, pour pouvoir rénover. Et du coup, ça demande des compétences et du coup des structures qui vont pouvoir mettre à disposition ces compétences différentes. Et juste un deuxième élément, avant aussi de répondre sur le sujet de la filière, sur l'affichage de ces dispositifs. Pour le coup, il y a quelque chose qu'on peut déplorer, c'est le fait d'avoir changé par les différents ministères de l'écologie successifs, d'avoir changé régulièrement de nom, parce qu'en fait, il faut, un ministère a besoin d'asseoir sa politique, et puis pendant quelques dizaines d'années, ça s'est appelé Espace Info Énergie, et puis ensuite, on a eu les points rénovation Info Service, puis après, on a eu France Rénov', entre-temps, il y a eu autre chose, je crois, je ne sais plus. Il y a eu FAIR, puis France Rénov'. Ça fait 10 ans que je suis le sujet, et je suis un peu assez... Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Ça, au moins depuis 2001, avec les espaces Info-Énergie qui étaient financés par ADEME, au moins. Et donc, mais à cette époque-là, je ne travaillais pas encore. Et donc, en tout cas, juste pour dire plus sérieusement, qu'il y a aussi un sujet peut-être de mise en visibilité de ce que font ces acteurs-là, sous une même bannière, mais c'est pas tant le foisonnement, alors il existe ce foisonnement des acteurs locaux sur le terrain, mais c'est aussi d'une année à l'autre de devoir refaire une notoriété, de devoir refaire une marque, et finalement de se dire cette notoriété elle ne marche pas, je vais créer une autre, au lieu de, nous semble-t-il, pouvoir à la limite, quel que soit son nom, quelle que soit son efficacité, sa notoriété, c'est de pouvoir continuer à lui donner de la notoriété, qu'elle puisse ensuite s'installer. Et que le ménage aussi, il se pose aussi ces questions-là, finalement, comment ça s'appelait, le nom du dispositif a changé. Et je voulais juste peut-être revenir sur le sujet de la filière qui n'a pas ou peu été évoqué aujourd'hui, et peut-être de reparler d'un des partenaires de la journée contre la précarité énergétique et qu'on connaît très bien au CLER, qui est l'Institut Négawatt avec le dispositif d'Orémi. Et en fait... donc oui, il y a une carence en termes de formation et des artisans, mais il y a aussi des solutions, il y a aussi des acteurs qui proposent des solutions, et par exemple les groupements d'artisans qui sont accompagnés en termes de formation-action et qui vont pouvoir organiser des chantiers pour proposer une rénovation performante et complète, et qui du coup vont être accompagnés justement à la fois vis-à-vis du ménage et à la fois au sein du groupement pour pas lâcher, c'est-à-dire pour se dire effectivement de ton côté peut-être que ce que tu crois pas que sur la facture il faudrait qu'on diminue telle ou telle chose, est-ce que tu penses pas que en fait non, ensemble ils font masse avec le ménage pour pouvoir proposer
globalement faire intervenir l'ensemble des corps de métier et être en capacité de produire et de réaliser cette rénovation performante et complète. Ouais. Pour compléter sur l'objectif, je pense que vraiment insister sur la gravité de la situation européenne, mais aussi française, énergétique et sociale, c'est vraiment important. Et en fait, clairement, c'est toutes les Français et toutes les Françaises qui vont payer cet hiver et qui vont avoir des difficultés, et évidemment les plus démunis en premier lieu. Et aussi rappeler qu'il y a une responsabilité géopolitique, évidemment, avec la responsabilité de la Russie. Il y a aussi une responsabilité de nos gouvernants qui ont fait de l'inaction pendant des décennies, malgré les alertes d'acteurs qui se mobilisent sur la question depuis des décennies, malgré des scénarios comme le scénario Rénovons, malgré les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, malgré les propositions du Haut Conseil pour le climat. Donc oui, la situation est très grave et clairement, moi je le dis en tout cas du côté de Greenpeace, notre objectif c'est de créer un rapport de force pour forcer le gouvernement à prendre des mesures d'urgence parce qu'elles sont vraiment nécessaires et aussi à planifier sur plus à moyen terme parce que la filière aujourd'hui on nous dit qu'elle est prête. Il y a même des banques qui investissent et sont prêtes à financer des rénovations performantes, etc. En tout cas mettre des dispositifs en place. Sur l'interdiction de la location, ce qu'on constate, c'est exactement le message que je disais, c'est qu'en fait c'est la question de la répartition des efforts dans la société. Il faut des obligations, mais si on fait des obligations et qu'on n'accompagne pas les plus démunis, on n'y arrivera pas. C'est le cas sur les logements, c'est le cas aussi sur les zones à faible émission, par exemple pour le transport. Interdire les voitures les plus polluantes, oui, mais si on ne remplace pas par des transports en commun, si on n'aide pas les ménages à changer de véhicule pour des véhicules plus propres, ça ne fonctionnera pas. Et on va arriver à des crises sociales si on ne fait pas ça. Voilà. Et puis, dernière question sur la filière. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais clairement, il y a des enjeux de formation à la rénovation performante, qui est évidemment plus complexe que la simple rénovation par geste. Pour ça, il y a besoin de moyens, il y a besoin de vision aussi pour la filière. S'il y a vraiment un calendrier clair de dire la priorité, ce qu'on va subventionner, c'est la rénovation performante, et bien les filières vont se mettre en place. Si on les accompagne financièrement, elles vont se mettre en place et on pourra y arriver. Merci Nicolas. Je vais peut-être compléter sur la journée contre la précarité énergétique. Effectivement, c'est une deuxième édition. Le but, c'est que cette date, elle s'installe, elle soit pérenne, comme les autres dates nationales. Ce qu'on a vu par rapport à l'année dernière, c'était que c'était une première édition qui avait très bien marché, qui avait été vraiment prise dans les mains de tous les acteurs partenaires. Mais cette année, ce qu'on a vu, c'est plein de nouveaux acteurs en fait, qui nous ont contactés, qui avaient mis la date dans leur agenda, à la fois plein de collectivités, notamment, avec qui on a beaucoup échangé toute l'année. Et puis le mouvement climat aussi, qui s'est beaucoup investi sur cette question, sur cette dernière année, ce qui n'était pas vraiment évident auparavant. On travaillait beaucoup avec le RAC, avec Greenpeace, mais c'était un petit peu les seuls qui avaient commencé à prendre le sujet du logement en main. Et on voit que c'est très différent et qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place autour du 24 novembre. Et puis, comme je disais, comme les collectivités ont mis ce sujet à l'agenda, ils ont aussi soit organisé des événements en propre, c'est le cas par exemple à Marseille, il y aura une très grande journée, au Havre également, avec Edouard Philippe qui va ouvrir une journée de débat au Havre, à Paris, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils ont essayé de mobiliser leur réseau d'acteurs si eux n'organisaient pas forcément d'événements en propre. Et les événements qu'on voit sur le programme, déjà, sont plus nombreux et en plus sont vraiment plus qualitatifs dans le sens où on voit qu'ils se sont organisés et qu'ils ont envie de porter les solutions qui existent, qui sont mises en place, ou alors aller les chercher. Vous voulez intervenir ? Oui. Et après, on va s'arrêter là. Merci. Hélène Pélissard, je suis la présidente de la Fédération Solia. Donc c'est Juliette Lagagné, notre directrice, qui faisait la conférence de presse. Elle vient d'arriver depuis 15 jours. Et donc c'est ses premières armes aujourd'hui. Je la remercie de sa contribution. Ce que je voudrais rajouter, c'est que oui, bien sûr, il faut rénover. Il y a 12 millions de personnes aujourd'hui qui vivent dans la précarité énergétique. Et il y en aura plus quand il y aura eu les interdictions de logement. Et on va se trouver face à un vrai défi. Alors, Solia a eu une véritable arme, et moi j'aimerais que la presse puisse en parler. On a un réservoir considérable de logements inoccupés qui appartiennent à des petits propriétaires modestes. Vous héritez à 70 ans de votre mère, qui en avait 95 et qui avait un logement qui est en mauvais état. Mais à 70 ans, si vous êtes un petit propriétaire, que vous n'avez jamais été dans l'immobilier, eh ben vous ne faites pas de travaux, vous ne faites rien.
et le logement est perdu pour la totalité de la France, finalement. Donc, il y a toute une série de logements inoccupés qui appartiennent à des bailleurs qui ont hérité, à des propriétaires qui en héritent très tard, qui ne font rien, et tout notre bâti se dégrade. C'est une information que m'avait donnée un notaire qui me disait, plus on hérite tard, moins on fait de travaux et plus le bâti se dégrade. Donc la fédération Solia, les associations Solia, apportent une véritable réponse de chaîne pour ces propriétaires. C'est-à-dire qu'on prend le logement, le propriétaire bailleur, le petit propriétaire vient nous voir. Il nous dit, j'ai un logement, je ne sais pas quoi en faire. Et puis j'ai peur de ne pas toucher mes loyers. On sait bien, les locataires ne payent pas. Vous savez, tous ces poncifs qu'on entend tous les jours. Eh bien, nous prenons le logement. Nous l'aidons à rénover son logement avec les aides de l'ANA, propriétaire bailleur. Et les propriétaires modestes ont de véritables aides. Aujourd'hui, en plus, ils ont la possibilité du crédit d'impôt, donc ils peuvent véritablement retomber sur leurs pattes facilement et rénover ces logements pour mettre sur le marché des beaux logements. Ensuite, nous les accompagnons dans la location par nos agences immobilières sociales. C'est-à-dire que les publics que nous logeons sont des publics qui sont véritablement en grande difficulté, qui sont accompagnés par nos travailleurs sociaux et qui permet, en plus, ils ont la garantie de paiement des loyers. Donc, le propriétaire est complètement sécurisé. Ça lui fait un petit revenu. Plutôt que d'avoir à payer des impôts fonciers sur un bien dont il ne fait rien, il a un petit revenu. Et nous avons, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je pourrais vous le donner si ça vous intéresse, une masse considérable de logements à récupérer dans les centres-villes, en particulier des villes moyennes, qui nous permettraient effectivement de faire un vrai travail. Ce maillage, ce lien, c'est le faire. Merci. Merci à tous. Je pense qu'on va finir cette conférence de presse ici. On va vous envoyer le dossier de presse pour ceux qui ne l'ont pas récupéré à la main. On va vous envoyer également le lien vers le programme de la journée. Et puis pour ceux qui sont à distance, on va vous envoyer tout ça également. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, à demander des demandes d'interview, des demandes de témoignages. Voilà, on a fait cette conférence une semaine à l'avance pour pouvoir préparer des beaux sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Ouais. Bravo, très bien. Ouais. Ça va marcher. Comment ?